J'ai devant moi Teams. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais passer à travers le guide d'études. Je vais faire des petites démonstrations de ce que je veux dire aussi. Je vais essayer de ne pas trop tousser et ça se peut que ça soit là, un petit peu moins exhaustif que d'autres parce que je suis malade, mais je suis là. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le message, donc pour l'examen de demain, je vais vous permettre le cahier, mais pas les exercices supplémentaires. Donc, vous avez le droit à votre cahier seulement et calculatrice, pas de feuille de notes, pas de feuille d'exercice supplémentaire ni de corriger. Bon, c'est parti, les petits kikis. Alors, guide d'études. Première partie, identifier les vecteurs avec une grandeur, une orientation et un sens. En fait, ce qu'on veut dire, c'est d'être capable de comprendre, savoir en fait qu'un vecteur. Voyons, mettre comme ça. Je ne veux plus. Bon, parfait. Donc, un vecteur, ça a une grandeur, une orientation et un sens, tout simplement. Donc, ça se pourrait que, par exemple, dans un choix de réponse, je te demande qu'est-ce qui définit un vecteur, puis tu dois savoir ces trois choses-là. Le reste de la conception d'un vecteur, ça va être un petit peu plus tard dans les autres concepts que vous allez devoir le comprendre puis le mettre en application. Ensuite, être en mesure d'identifier des vecteurs semblables. Mon Dieu. Vecteurs semblables, donc même grandeur, sens et orientation, mais avec une origine différente. Donc, en fait, savoir que des vecteurs qui sont semblables ont nécessairement une grandeur, une orientation et un sens qui est identique, mais l'origine peut être différente. Donc, par exemple, je peux avoir ce vecteur-ci qui est là, qui a une origine à cet endroit-là. Puis, en fait, si j'ai exactement le même vecteur avec le même sens, la même orientation, c'est-à-dire le même angle par rapport à l'axe des X, et la même grandeur, ben, peu importe où il se trouve, qu'il soit ici en haut, qu'il soit ici par-dessus l'autre vecteur, qu'il soit ici en dessous, ben, ça va être un vecteur qui va être similaire, donc qui va être pareil. Ils sont identiques. OK. Ensuite, comprendre et identifier la différence entre la distance parcourue et le déplacement. Donc, savoir que la distance parcourue, en fait, c'est la quantité de mètres dont on va franchir, mètres ou peu importe l'unité de mesure de distance, là, que va franchir l'objet. OK? Donc, par exemple, oups, c'est pas ça que je voulais. Donc, par exemple, si on a un point A, puis on a un point B ici, comme ça. Donc, la distance parcourue, ça serait comme concrètement combien de mètres ou de kilomètres tu marches ou tu dois marcher pour te rendre du point A au point B. Donc, ça, c'est la distance parcourue. Par exemple, si j'aurais 2, j'aurais 1 mètre, 0,5 mètres, 4 mètres, etc. Là, ça n'a pas de bon sens, là, mes mesures. Donc, tout ça, là, c'est distance parcourue. Tandis que déplacement, c'est en fait entre la position initiale et la position finale. Donc, c'est la variation de position. Donc, le déplacement, c'est un vecteur et c'est un vecteur de variation de position. L'exemple que je peux te donner aussi, c'est que le vecteur, en fait, c'est comme une espèce de photo qui réunit. En fait, non, c'est pas vrai. Le vecteur, c'est une ligne qui va réunir deux photos d'une situation. Donc, par exemple, je vais effacer tout ça, je recommence. Donc, je te dis, ouvre tes yeux. Puis là, je te dis, ben, je pars de cet endroit-là. Puis là, je te dis, ferme tes yeux. Puis là, tu n'as aucune idée de ce que je vais faire. Là. Tu sais pas, là, toutes ces lignes bleues-là, là, tu ne les vois pas. Là. Tu ne vois pas que moi, je fais tout ça là, pour me rendre du point A jusqu'au point B. Puis là, je te dis, rouvre tes yeux encore une fois, puis je suis rendue ici, au point B. Bien, le vecteur, c'est la différence entre la position que tu as eue en A et la position que tu as eue en B, peu importe tous les machins que tu as fait entre les deux. C'est juste ça. Donc, ça, c'est le déplacement. Ça veut dire que dans certains cas, je peux te dire, ben, ouvre tes yeux,
voici ma position au point A. Ferme tes yeux. Puis là, je fais toute ma distance parcourue, genre toutes mes affaires, je fais ma situation par rapport, peu importe. Puis là, quand je te demande de rouvrir tes yeux encore, ben, je suis ici de nouveau. Ça veut dire que ça se peut que mon déplacement soit de 0. Donc, si je suis de retour à ma position initiale, mon déplacement, il peut être de 0. Mais ma distance parcourue, elle pourrait être de 850 millions de kilomètres. Là, ça n'a pas d'importance. Okay? Donc, le déplacement, c'est vraiment la différence entre la position initiale et la position finale. C'est important parce que ça revient partout dans l'évaluation, ça revient partout dans les autres concepts. C'est pour ça que je mets peut-être un petit peu plus de temps là-dessus. Ensuite, savoir que le déplacement est un vecteur avec une grandeur, un sens et une orientation. Donc, c'est ça. Comme mon déplacement ici, là, le vecteur va avoir un sens, va avoir une orientation, va avoir une grandeur. Ça veut dire que mon déplacement, c'est sous-entendu là, ici, mais ce n'est pas écrit. Là. Mon déplacement, il pourrait être, vu que je voulais, négatif. Donc, mon déplacement peut être négatif. Ça dépend juste de ça dépend de l'axe qu'on a déterminé. Okay? Donc, si on a un déplacement négatif, ça veut dire que sur l'axe des X, mon objet va se déplacer en sens inverse de l'axe des X. On va y revenir aussi tantôt. Ensuite, donc jusque-là, ça semble être correct. Comprendre que la vitesse est le rapport d'une distance sur une variation de temps et savoir utiliser la formule dans des situations de problème. Donc, tu dois savoir, ben, là, en plus, tu as droit à tes notes, ben, à ton cahier, là, mais que la vitesse, c'est variation de position sur temps. Donc, comprendre là, que la vitesse, surtout au niveau de la vitesse vectorielle, ça va être la position finale moins la position initiale sur la variation de temps. Donc, ça se pourrait que dans certains problèmes, je te donne une vitesse, je te donne par exemple une position initiale, puis je te demande de trouver une position finale avec une variation de temps. Okay, donc, si je te dis par exemple un cycliste, eh ben, je ne sais pas pourquoi je dessine un vélo en ce moment. Ça ne sert absolument à rien. Puis, il n'est pas joli. Bon, un cycliste roule à une vitesse de, je ne sais pas, là, 30 km/h. Puis, pendant 15 minutes, donc delta T, 15 minutes. Puis, je ne sais pas, là, quelle était sa position initiale si à la fin, il est rendu au kilomètre 250. Donc, avec la formule V est égale à XF moins XI sur le delta T, tu vas pouvoir isoler ici ton XI, puis trouver sa position initiale. Ça se peut aussi là, que je te demande, que je te parle de minutes ici. Là, il faut que tu sois capable de savoir que 15 minutes, c'est 0,25 heures. Je ne l'avais pas expliqué, mais j'ai mis une horloge en dessin sur le mur de la classe. Ça servait à ça aussi, là, vous aider avec mettons, 20 minutes, c'est un tiers d'heure. 15 minutes, c'est un quart d'heure. Donc, c'est important là, de ne pas laisser vos trucs en minutes, mais de les mettre en heures là, dans les situations problèmes. Donc, c'est ce qu'on veut dire. La vitesse, c'est le rapport de distance d'une variation de temps pour savoir utiliser la formule. Et là, comprendre la différence entre la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle. Donc, là, c'est sûr qu'il y a une ou plusieurs questions à ce sujet-là, là, où je vous demande, par exemple, bon, je vais reprendre mes petits exemples de maison. Là. Oups, là, c'est pas ce que je voulais. Allez, ici. Donc, si là, j'ai une distance parcourue, là, puis mettons que je te dis que ça, la ligne bleue, c'est 350 mètres. Oups. Puis, tu as ici un déplacement de comme ça. Puis là, mettons, on dit que c'est un déplacement de 80 mètres. Là, ça se peut que je te demande la vitesse vectorielle puis la vitesse scalaire. Donc, la vitesse scalaire, toujours, vitesse scalaire, en fonction de la distance parcourue. Donc, la vitesse scalaire, ça va être ici là, la distance parcourue en D sur la variation de temps, tandis que la vitesse vectorielle,
c'est le déplacement. Donc, c'est la position initiale moins la position finale sur la variation de temps. Donc, si la position finale moins initiale, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit ou j'ai dit l'inverse, là, mais c'est xf moins xi sur delta t. Donc, dans une même situation, je peux avoir une vitesse scalaire qui est plus petite que la vitesse vectorielle. Okay, parce que là, par exemple, dans cette situation-là, je pars de la maison de Jean-Steven, puis je vais à la maison de, je sais pas, là, Johnny. Ben, puis ça me prend, là, par exemple, 15 minutes faire ce trajet-là. Mais là, en vitesse scalaire, ça va m'avoir pris 15 minutes pour faire 350 mètres, alors qu'en vitesse vectorielle, ça va m'avoir pris 15 minutes pour faire 80 mètres. Ça veut dire que ma vitesse vectorielle, elle va être plus petite que la vitesse scalaire dans cette situation-là. Ça se peut même que dans certains cas, je vais prendre ici, donc dans certains cas, par exemple, chez Jean-Steven et chez Johnny, voyons, citron. OK, c'est ici. Donc, ma distance parcourue, c'est un sentier. OK? Puis, fait que là, je te dis, ben, Jean-Steven, il part de chez eux, il s'en va chez Johnny pour jouer, je sais pas, là, au Twister. Puis là, à la fin de l'après-midi, il revient par la route, comme ça. OK? Puis là, je te demande, bon, ben, sa vitesse scalaire. Fait que la vitesse scalaire dans cette situation-là, ça va être l'ensemble de la distance parcourue aller-retour qui va être positive sur le temps de son déplacement total, peu importe ce que c'est. Alors que dans ce cas-ci, ben, sa vitesse vectorielle, elle serait de 0 parce que sa position initiale, c'est chez eux, puis sa position finale, c'est chez lui aussi. Donc, dans cette situation-là, quand tu as ouvert tes yeux, Jean-Steven était chez eux, tu as fermé ses yeux, il a fait sa journée, tu as rouvert tes yeux, Jean-Steven était chez eux encore, donc son déplacement est 0, ça veut dire que sa vitesse vectorielle, vecto, dans cette situation-là, elle est de 0 aussi. Ça aussi, là, ça se pourrait qu'à l'évaluation, à l'examen, il y a une situation qui ressemble à ça. OK. Comprendre le concept de vitesse instantanée. Ah, dernière chose, excusez, je reviens en arrière. Connaître et comprendre la différence entre la vitesse scalaire et la vitesse vectorielle, là, il y a aussi, je ne l'ai pas écrit, là, j'aurais vraiment dû ça, c'est mon erreur, là, mais quand on parle de vitesse moyenne aussi, là, dans l'examen, on va vous en parler de vitesse moyenne. Là. La vitesse moyenne scalaire puis moyenne vectorielle, c'est exactement tout ce qu'on vient de montrer ici. Là. Donc, la vitesse moyenne scalaire, c'est avec la distance parcourue totale. Puis la vitesse moyenne vectorielle, ça va être le déplacement total. Donc, tu n'as pas à, dans la vitesse scalaire moyenne, à additionner toutes les valeurs de vitesse d'une situation puis les diviser par le nombre de vitesses qu'il y a. C'est pas ça. C'est juste la distance parcourue sur le temps quand on parle de vitesse moyenne. Puis pour le déplacement, c'est la même chose. Pour la vitesse vectorielle, c'est la même chose. Ça va être le déplacement sur le temps. Micro-pause. Écoutez, je me sens vraiment mieux que cet après-midi. C'est très positif. J'ai dormi... je suis semi-dormie là, quand même depuis 4 heures, mais voilà, je ne tomberai pas au combat. Puis je tousse moins aussi. C'est fantastique. Bon, je continue. Comprendre le concept de vitesse instantanée. Il faut que tu saches que la vitesse instantanée, c'est la vitesse d'un objet quand le temps pour lequel on a déterminé cette vitesse-là est presque zéro. Fait que dans le fond, là, quand on a par exemple un odomètre de voiture qui dit notre vitesse, ce qu'il va faire l'odomètre, c'est qu'il va prendre un tout petit temps, là, genre le plus petit temps que tu penses, là, mettons des microsecondes, puis là, il va calculer la distance que tu fais pendant ces microsecondes-là, puis là, il va déterminer la vitesse. Fait que la vitesse instantanée, c'est la même formule de vitesse, là. C'est yeah. Donc, le déplacement sur la distance parcourue sur le temps, c'est juste que ici, là, ton temps, là, il est presque zéro. Il ne peut pas être zéro. OK? Ça, là, ça va être une question. Ben, ça se pourrait que ça soit une question à l'examen, OK? Est-ce que ça peut être zéro, la vitesse instantanée? Non, parce que là, une vitesse, là,
avec, mettons, je sais pas, le 30 mètres, le divisé par zéro. Des divisions par zéro, ça se peut pas, là. Là, tu sais, en secondaire 5, en physique, des divisions par zéro, c'est impossible. Vitesse instantanée, c'est pas quand la vitesse elle est à zéro, c'est que le temps il est tellement petit que le temps, il tend vers zéro. Il est presque nul. Ça, il faut juste que tu le comprennes. On n'a fait aucun exercice à ce sujet-là. Je ne te demanderai pas de calculer des vitesses instantanées. Il faut juste que tu comprennes le principe en général. Ensuite, comprendre que le déplacement, bon, ben ça, on vient vraiment de le voir. Là, le déplacement peut être déterminé entre la différence entre la position finale et la position initiale. Je vais juste regarder le reste. OK, je vais en parler tout de suite. Je vais voir là, où est-ce que ce qui me restait dans mon guide d'études. Je vais effacer tout ça. Je vais juste voir de là, au personnel. Non. OK. Parfait. OK. Dans cet examen hypothétique qui pourra avoir lieu demain, ça se pourrait là, très fortement que je te mette comme un diagramme, un peu comme le dernier des exercices supplémentaires. Où est-ce qu'il faut que tu analyses si les diagrammes, c'est des vitesses positives, négatives, puis des vitesses constantes, puis des MRU, puis tout ça. Là. Celui-là, là, pas celui avec l'entête du cahier, mais l'autre, celui qui est comme maison, l'exercice supplémentaire. Il y a un diagramme de position en fonction du temps, en secondes. Là, il va en avoir un comme ça. Là. Puis quand je te dis que déplacement et distance parcourue, il faut que tu saches que le déplacement, c'est position initiale et finale. Là. Ben, c'est aussi savoir le trouver dans un diagramme comme ça. Fait que là, mettons, là, je vais te dire, genre, OK, ben là, mon machin qui bouge, il est monté comme ça, après ça, il a fait ça, après ça, il a fait ça, après ça, il a fait ça. OK? Puis là, ben, je vais te demander, c'est quoi sa vitesse vectorielle? Vecto. Fait que là, il va falloir que tu prennes la position finale puis la position initiale, puis que par rapport au temps, puis que tu me trouves la vitesse vectorielle. Puis si je te demande, ben, c'est quoi la vitesse scalaire? Ben là, il va falloir que tu trouves, OK, ça a été quoi sa variation de position pour la section A, pour la section B, pour la section C? Wow, ça, c'est positif, là. Ils les a faites, là, ces mètres-là, même si on recule. Et la section D, que tu les additionnes, A plus B plus C plus D, ça va te donner son déplacement sur le temps en secondes. OK? Fait que ça aussi, il faut que tu le comprennes dans un diagramme ou dans un graphique comme ça. OK. Être en mesure. Ah, ça, j'aime ça faire ça. Être en mesure de transformer des unités de mesure de vitesse, mètres par seconde en kilomètres-heure et vice-versa. Là, je vais remontrer ma technique que plein de monde n'aime pas, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure. Puis je sais pas si c'est là, Florence, là, mais on va voir. Il faudrait que je fouille. Je vais parler d'accélération aussi. OK. Bon. Alors, moi, ce que je fais tout le temps, quand je veux transformer une vitesse, là, c'est écrit dans le guide d'études. Je vous le dis, je vous le remonte, c'est sûr qu'il y en a un. Donc, ce que je fais, c'est quand je veux transformer une vitesse, par exemple, en mètres par seconde, donc j'ai 12, ici, là, 12 mètres par seconde, puis je veux l'avoir à la fin en kilomètres. Oups, c'est là, kilomètres sur heure. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par l'inverse des unités de mesure dont je veux me débarrasser pour venir arriver à mon unité de mesure qui m'intéresse. Donc, premièrement, là, je vais commencer par mètres. Je vais me débarrasser des mètres, puis je vais avoir des kilomètres à la place dans le haut de mon unité de mesure, donc au numérateur. Alors, je vais mettre kilomètres ici, mètres ici en bas. Puis là, quand je vais les multiplier tantôt, ben là, mes mètres vont s'annuler, puis je vais avoir des kilomètres en haut. C'est ça que je veux. Donc, là, je dois multiplier par l'équivalent. Je sais que pour 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Parfait. Fait que là, j'ai éliminé mes mètres, il me reste des kilomètres en haut. Je vais faire la même chose avec des secondes. Donc, moi, je veux des heures en dessous. Mais là, je suis un peu coucoune. Ben, non, faut pas être coucoune.
Je trouve ça plus difficile de transformer directement des secondes en heures, donc je vais passer par des minutes. Donc, je vais multiplier par l'inverse, je vais multiplier par des secondes en haut, puis je vais mettre des minutes en bas, puis après ça, je vais faire la même chose avec des heures. Là, je sais qu'il y a 60 secondes dans une minute. Donc là, en faisant ça, je me suis débarrassée de mes secondes. Ça va bien, mon affaire. Et là, maintenant, j'ai des kilomètres par minute. C'est pas ça que je veux, là. Moi, je veux des kilomètres par heure ici. Fait que je vais faire la même chose. Donc, je vais multiplier par l'inverse, les minutes, sur des heures. Comme ça, je vais éliminer mes minutes. Et là, je sais qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc là, j'arrive à la fin de mon calcul avec des kilomètres-heure. Yay, c'est ça que je voulais. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais multiplier ce qui me reste en haut. Il me reste 12 fois 1 fois 60 fois 60. Donc, tout le reste est éliminé, là. Genre, les mètres sont partis, les secondes sont parties, les minutes sont parties. Donc, 12 fois 1 fois 60 fois 60 sur, ici, il me reste 1000 fois 1, bon, ça, on s'en fout, fois 1. Fait que fois sur 1000. Et là, en faisant ça, bien, je vais avoir des kilomètres heure. Marvelous. C'est quand même très le fun. Maintenant, si je veux passer de l'inverse. Donc, j'ai des kilomètres heure, puis je veux aller en mètres par seconde. Je vais voir si j'ai... Non, pas d'erreur. OK, parfait. Parce que je suis un peu malade, là. Si jamais vous avez l'impression que je fais des erreurs, n'hésitez surtout pas à me le dire, là. Mais là, j'essaie de rester concentrée pour ne pas en faire. Donc, par exemple, j'ai 4 mètres par seconde. Je veux transformer ça en... Oups là, en... Ah non, c'était des mètres par seconde tantôt. Vous voyez, là, je suis dans le champ. OK, j'ai 4 kilomètres heure. Je veux transformer ça en mètres par seconde. Donc, je dois me débarrasser des kilomètres, puis je dois me débarrasser des heures pour les transformer en secondes. Je vais commencer par les heures, tiens. Donc, je sais que là, je veux enlever l'heure en haut. Je vais mettre les minutes en bas. Donc, je sais que pour une heure, il y a 60 minutes. Là, je viens de me débarrasser de heures, mais là, je suis pris avec les minutes. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais multiplier par l'inverse, minutes, puis là, je vais avoir des secondes. Donc, je sais que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, je viens ici retirer les minutes. Donc, j'ai mon dénominateur de mon unité de mesure qui est rendu une seconde. Fantastique! C'est ça que je voulais. Maintenant, j'ai des kilomètres encore. Oups! Donc, je vais multiplier par l'inverse de kilomètre. Kilomètre ici. Comme ça, je vais l'enlever. Et là, je sais que... Puis, je vais avoir des mètres en haut. Je sais qu'il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre. Et là, je viens d'avoir des mètres par seconde. Donc, je vais faire 4 fois 1 fois 1. Si on s'en fout, là, je pourrais ne pas l'écrire. Donc, 4 fois 1000 sur 60 fois 60. Puis ça va me donner des mètres par seconde. Malade. C'est full cool. Ça marche tout le temps. Tu pourrais me demander, ben là, je peux-tu juste l'apprendre par cœur? Tu peux, si tu veux, là. Tu peux te dire, OK, quand je veux transformer des mètres par seconde en kilomètres heure, je dois faire ma vitesse fois 60 fois 60 divisé par 1000. Puis quand je veux transformer des kilomètres heure en mètres par seconde, je dois faire ma vitesse fois 1000 divisé par 60 fois 60. Tu peux l'apprendre par cœur si tu veux. Moi, je trouve que c'est plus compliqué de l'apprendre par cœur que de le faire à la main comme ça. Mais ça, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et je vous rappelle que mon cerveau, il n'aime pas les règles de 3. Fait que si tu veux faire des règles de 3 aussi, là, ben chill, là. Tu fais comme tu veux. Mais je te demande juste une technique parce que c'est à l'examen. OK. Comprendre. Pardon. Yeah. Comprendre que l'accélération est le rapport d'une vitesse sur une variation de temps et savoir utiliser la formule dans des situations problèmes. Donc, il faut que tu saches que accélération, c'est une variation de vitesse sur une
sur un temps qui est donné. Donc, l'accélération, c'est aussi une vitesse finale moins une vitesse initiale sur un temps donné. Donc, ça se pourrait que dans un examen hypothétique qui pourrait avoir lieu demain, par exemple, je te dise, Johnny est toujours en vélo avec son beau petit vélo tout croche. Ah, il est moins pire, lui. C'est son pédalier. Johnny est un homme invisible. Donc, Johnny est en vélo. Il va chez son ami. Il roule à une certaine vitesse dont on ne connaît pas. Et puis, il décide d'accélérer dans une côte. Donc, il va super vite dans une côte. Waouh! Puis là, il accélère de 4 mètres par seconde au carré pendant, je sais pas, là, ça côte, là, 15 secondes. Puis là, je te demande quelle va être la vitesse. Non, quelle était la. Puis là, je te dis, attends, excuse-moi, là. Puis là, je te dis, ben, à la fin là, de cette côte-là incroyable, dans laquelle il a accéléré comme un crazy, sa vitesse finale au bas de la côte, c'est de, je sais pas, le 90 mètres par seconde. Puis là, je te demanderais, il n'y a pas de point d'interrogation là-dessus. Et là, je te demanderais, c'était quoi sa vitesse initiale? Donc, tu sais que l'accélération, 4 mètres par seconde au carré. La variation de temps était de 15 secondes. Et sa vitesse initiale, c'est ce que tu cherches. Puis sa vitesse finale était de 90 mètres par seconde. Donc, accélération, vitesse finale moins vitesse initiale sur variation de temps. Donc, je vais faire accélération fois variation de temps est égal à VF moins VI. Je cherche VI ici, là. Fait que là, je vais envoyer tout ça de l'autre côté. Donc, moins VF des deux côtés. Moins VF. Donc, A fois delta T moins VF est égal à moins VI. Donc, ça va nous donner 4 mètres par seconde carré fois 15 secondes moins 90 mètres par seconde va nous donner notre moins VI. On va faire, est-ce que je le calcule? Non, ça va. Donc, je vais faire un chiffre par rapport, là. Donc, mettons que ça donne moins 8 mètres par seconde est égal à moins VI. Ça veut dire que sa vitesse, elle était de 8 mètres par seconde. OK? Parce que moins 8 est égal à moins VI. Fait que là, tu peux faire moins 1 des deux côtés. Donc, on avait une vitesse initiale de 8 mètres par seconde. Okay? Honnêtement, c'est sensiblement la même chose que j'ai fait tantôt avec la distance, la variation de position, mais pour des vitesses. Donc, ça va être la même chose. C'est le même genre de choses. Ensuite, être en mesure de déterminer si une vitesse ou une accélération est positive ou négative selon des représentations schématiques. Donc, vitesse ou accélération, aussi déplacement. Mais ça vient avec, là. Est positif ou négatif selon des représentations schématiques. OK. Donc, représentation schématique, ça peut être deux choses. Ça peut être, première chose, mettons que je te dis, ça c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3, une vitesse en mètres par seconde sur le temps en secondes. Je te dis, voici la vitesse. Là, c'est supposé être droit. Là. Attends, je vais le refaire parce que c'est vraiment pas droit. Voilà. OK. Mais là, tu as une vitesse qui est négative. C'est une représentation schématique. Tu as une vitesse constante négative de moins 1 mètre par seconde. Ça, c'est une représentation schématique que je pourrais te demander. Je pourrais aussi te montrer
Une autre représentation schématique de... Ah non, je ne l'ai pas tout effacé ça. Par exemple, 5, 4, 3, hop là. 4, 3, 2, 1 mètre. C'est la position en mètres. Donc, par exemple, ça c'est le temps en secondes. Mon objet, il bouge comme ça. Donc, ici, là, il peut avoir une variation de position qui est négative, un déplacement qui est négatif et une vitesse qui est négative aussi, parce qu'il va se déplacer par rapport au temps, mais il va se déplacer là, dans le sens inverse de l'axe des X. Autre représentation schématique que je pourrais te demander. Je pourrais te montrer un acte comme ça. Par exemple, comme ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, te montrer un objet, un beau petit cœur, comme ça. Et là, cet objet, s'il se déplace dans le sens de l'axe des X, il a un déplacement positif, puis il y a une vitesse positive aussi. Fait que là, oh non, j'ai pris le petit. Juste le prendre bien. Donc, mon petit cœur, quand il se déplace dans le sens positif de l'axe des X, il y a un déplacement positif. Là, je recommence, puis il y a une vitesse positive aussi, qui est constante. Je pourrais aussi te dire, OK, dans quel cas est-ce qu'il va y avoir une accélération positive? Alors, quand il accélère de plus en plus sur l'axe des X, en avançant sur l'axe des X, bien, il y a aussi une accélération qui est positive. Son accélération, elle va être négative s'il va de moins en moins vite sur l'axe des X, dans ce cas-ci. L'autre situation, je peux avoir un objet qui va se déplacer dans le sens inverse de l'axe des X. Là, à ce moment-là, son déplacement va être positif. Si mon objet se déplace dans le sens inverse de l'axe des X, sa vitesse aussi va être positive. Et là, son accélération, ça dépend. S'il va de plus en plus vite dans le sens inverse de l'axe des X, son accélération, elle va être négative aussi parce qu'il va de plus en plus vite dans le sens inverse. Mais s'il va de moins en moins vite dans le sens inverse de l'axe des X, bien là, son accélération, elle va être positive parce qu'il va, c'est comme s'il allait de plus en plus vite, en gros guillemets, là, il va de plus en plus vite dans le bon sens de l'axe des X vu qu'il ralentit dans le sens inverse. Mettons, là, tu peux le voir comme ça. Fait que là, l'accélération va être négative. Ça veut dire que dans des... Oui. S'il demande la vitesse qui est négative, est-ce qu'il faut mettre un moins devant? Oui. OK. Merci. Pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, ta vitesse et ton accélération, en fait, ça va... Ah oui, c'est ça. L'accélération va être toujours en fonction là, de la vitesse. Là. Fait que si ta vitesse, elle va dans le sens inverse de l'axe des X, c'est ce qu'on montrait là, dans votre cahier. C'était à la page 28, si ma mémoire est bonne, là, il y a comme un schéma avec 4 voitures. Puis, on parle de déplacement, d'accélération, puis de vitesse. Donc, je vais refaire mon petit cœur ici. Donc, si mon déplacement est positif, comme ça ici, et que ma vitesse dans mon delta V est négatif, ça veut dire que mon objet, il va ralentir sur l'axe des X. Donc, mon accélération aussi, elle va être négative. Il va aller de moins en moins vite sur l'axe des X. Okay? Donc, l'accélération et la vitesse sont toujours liées ensemble dans leur représentation. Tandis que si mon déplacement ici est négatif, et là que la vitesse est positive, ça veut dire que mon objet,
ça a-tu du sens? Ça veut dire que mon objet va aller à une vitesse... Non, ça marche pas, mon affaire. Oh, là, c'est là où je commence à être fatiguée. Donc, si mon déplacement est négatif et que la vitesse, elle est négative, ça veut dire que mon objet va aller de plus en plus, va se déplacer avec une vitesse dans le sens contraire de l'axe des X, comme ça ici. Et là, mon accélération, elle peut être négative aussi si mon objet, il va de plus en plus vite selon l'axe des X. OK. Oh, là, je suis en train d'atteindre presque la fin de mon énergie. Être en mesure de trouver une position initiale ou finale dans une situation impliquant une vitesse, là, on en a fait plusieurs. Là. Je vous en ai montré quand même beaucoup tantôt. Aussi dans des schémas comme ça. Là. Donc, ça se pourrait, là, ce que je t'ai montré tantôt, là, ici, je l'ai effacé, là. Ici. Fait que, il faut que tu sois capable aussi d'identifier, ben, ça va être quoi la position de mon objet à tant de secondes. OK? Fait que là, d'analyser mon diagramme et mon graphique pour voir la position de l'objet à tant de secondes. Être en mesure de trouver une vitesse initiale ou finale dans une situation impliquant une accélération, ça aussi, je te l'ai montré tantôt. Il va y avoir aussi des questions où est-ce que je pourrais te demander quelle est l'accélération de cet objet-là. Fait que là, par exemple, là, je te dis un objet a une vitesse initiale de 30 km/h. Une vitesse finale de 90 km/h. Il a varié sa vitesse en, je sais pas, là, 10 minutes. Donc, quelle est son accélération? Puis là, ben, il faudrait que tu fasses VF moins VI sur le delta T en heure pour trouver ton accélération. OK? Si je te dis, par exemple, la vitesse initiale de mon objet était de 90 km/h, puis la vitesse finale était de 30 km/h, bien là, c'est important là, que tu les mettes dans le bon ordre parce que ton accélération, elle va être négative. Ton objet, il va ralentir. Ça, il y a une question aussi à ce sujet-là. Et finalement, être en mesure d'identifier un mouvement rectiligne uniforme sur une représentation graphique de position en fonction du temps ou de vitesse en fonction du temps. OK. Le MRU, c'est la dernière chose qu'on a vue ensemble. Donc, un mouvement rectiligne uniforme, MRU, c'est un objet qui se déplace en ligne droite avec une vitesse constante, donc sans accélération. Donc, vitesse constante, ça c'est super important. La vitesse, elle peut être positive ou négative, puis il n'y a pas d'accélération. Donc, il faut qu'il n'y ait aucune accélération. Donc, on a évitablement une variation de position à vitesse constante, positive ou négative. Donc, représentation graphique, ça veut dire que, par exemple, si je te dis que ça, c'est position en fonction du temps, position en mètres, en fonction du temps en secondes, et là que je te dis que cet objet, il se déplace comme ça, bien là, il y a une variation de position qui est constante par rapport au temps. Donc, ça veut dire que c'est un MRU. Ça fonctionne. Si par contre, mon objet a une variation de position qui n'est pas constante par rapport au temps, par exemple comme ça ici, là, on voit qu'il accélère, donc il va de plus en plus vite par rapport au temps. Donc, ça, ce n'est pas un MRU. Okay? MRU, la vitesse, elle peut être positive ou négative. Donc, je peux avoir une variation de position en fonction du temps, comme ça ici. Donc, je peux avoir un objet qui voyage en fonction du temps, mais dont sa position voyage à l'inverse de l'axe des X ou il revient vers son point initial, peu importe. Donc, ça, oui, c'est un MRU. Ça se peut aussi que je te demande pardon.
d'évaluer la vitesse en fonction du temps. Donc, par exemple, là, c'est super important là, dans ces diagrammes-là, là, tu vérifies c'est quoi l'unité de mesure, puis c'est quoi la valeur des axes. Là. Donc, si pour avoir un MRU, je dois avoir une vitesse qui est constante par rapport au temps. Donc, la vitesse, ça doit toujours être la même par rapport au temps pour avoir un MRU. La vitesse, ça peut être négative. Donc, ma vitesse, ça peut être négative comme ça ici, c'est un MRU. Mais si ma vitesse, elle varie par rapport au temps, ça ici, mais là, ça, c'est un MRUA. Un mouvement rectiligne uniforme accéléré. Il y a une accélération, donc on n'est pas dans un MRU. Ce n'est pas un MRU. Parce que la vitesse, elle varie en fonction du temps. Ça va, c'est tout. Là. Le reste, vous avez fait des exercices à ce sujet-là dans le MRU, mais c'était des exercices de vitesse, puis de déplacement et trouver des vitesses scalaires et vectorielles, comme on a déjà fait dans les autres chapitres. Donc, c'est ce qui termine pour le guide d'études. Alors, ce que je vais faire, parce que là, l'énergie commence vraiment à baisser, je vais arrêter le partage, je vais mettre ça tout de suite sur YouTube, mais je vais rester sur Teams s'il y en a qui ont besoin, si tu veux me poser une question. Donc, dans le chat, je vais le laisser là, mais moi, je vais me déconnecter. Puis, si jamais j'ai besoin d'ouvrir quelque chose, là, je le ferai. Donc, à partir de maintenant, si tu as besoin de faire autre chose, tu es le bienvenu.